Le premier exposé va nous être présenté par Loïc Manner, qui est directeur des opérations de Trimet France, assisté ou avec Stéphane Maurice, qui est responsable du développement innovation conducteur aérien chez Nexans. En fait, on va parler donc câbles et la façon dont... je vais peut-être vous laisser la parole. Tout à fait. Ce sera plus simple. Très bien. Donc effectivement, le premier exposé sera un exposé à deux, puisque pour parler d'innovation dans les câbles, je pense qu'il n'y avait pas mieux que d'inviter un de nos principaux clients. Donc je remercie M. Maurice d'avoir accepté de venir vous présenter deux exemples très concrets d'innovation dans les câbles aluminium. Moi, j'ai juste donné deux éléments de contexte général sur les câbles en aluminium. Je vais commencer juste par présenter rapidement Trimet France. Donc Trimet France, on est producteur d'aluminium primaire, un des deux derniers producteurs d'aluminium primaire en France. On produit 150 000 tonnes d'aluminium par an sous forme de différents produits. Le fil qui est destiné à l'industrie du câble, mais aussi des lingots pour l'automobile et des plaques pour le laminage. Notre production se fait sur deux sites, dont le plus gros est l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, où on a 600 employés, notre chiffre d'affaires 320 millions d'euros. Et c'est une usine qui, dans les années 2000, a été spécialisée sur le marché du fil pour l'industrie du câble, qui aujourd'hui représente 2/3 de notre capacité de production, soit environ 100 000 tonnes, ce qui représente à peu près 20% des besoins du marché européen. Le premier élément de contexte que je voulais donner, c'est que, premièrement, oui, il existe des câbles en aluminium. Ce n'est pas toujours très connu, parce que sur la basse tension, il y a encore beaucoup de câbles en cuivre à la maison, et les réseaux de distribution, c'est beaucoup encore du cuivre. Mais pour la haute tension, il faut le savoir, l'aluminium est devenu incontournable. Aujourd'hui, et je parle aussi sous le contrôle de M. Mignon de RTE, mais aujourd'hui, le réseau français, les câbles aériens haute tension, c'est 100% de l'aluminium. Et sur les câbles souterrains, entre 90 kV et 400 kV, c'est 85 à 95% d'aluminium. Donc l'aluminium est devenu incontournable dans les câbles à haute tension. C'est des développements qui se sont faits tout au long du XXe siècle. Au départ, les câbles étaient en cuivre, puis sont passés à 100% aluminium. Dans les années 30, on a développé les câbles avec une âme en acier et un pourtour en aluminium, donc l'acier faisant la résistance mécanique, l'aluminium faisant la conductivité électrique. Dans les années 50, des alliages spéciaux qui se sont développés, qui sont encore en service aujourd'hui, aluminium, silicium, magnésium, avec une meilleure tenue à la température. Et en parallèle, les isolations des câbles se sont aussi développées. Donc aujourd'hui, un très très fort taux de pénétration de l'aluminium pour les câbles à haute tension. Alors pourquoi l'aluminium? L'avantage de l'aluminium par rapport au cuivre en particulier, c'est certain que l'aluminium est moins conducteur que le cuivre, mais il est beaucoup plus léger, sa densité est beaucoup plus faible et il est beaucoup moins cher. Donc pour un câble, si vous voulez passer la même puissance dans un câble en cuivre ou dans un câble en aluminium, le câble en aluminium va avoir une section de 60% plus élevée, mais va être 35% plus léger qu'un câble en cuivre. Et le cuivre coûte aujourd'hui 3 fois plus cher, ou l'aluminium 3 fois moins cher que le cuivre. Donc vous avez vraiment un facteur 4 sur le coût de la matière dans un câble en aluminium par rapport à un câble en cuivre. Et puis on peut rajouter que, comme on le disait tout à l'heure, l'aluminium c'est valable aussi pour les câbles, il est recyclable à l'infini. 85% de l'aluminium produit depuis la fin du 19e siècle est encore en circulation aujourd'hui. Beaucoup de développements, et M. Maurice nous donnera deux exemples beaucoup plus concrets, mais les développements aujourd'hui tournent autour de l'augmentation de la conductivité électrique, de la résistance mécanique, la tenue à haute température. Il y a des alliages qui sont en développement sur le sujet pour avoir des câbles qui puissent opérer à 200 degrés de température de fonctionnement plutôt que 80, ce qui permet de passer beaucoup plus de puissance dans un câble de section similaire. Et aussi des innovations très intéressantes, mais ça on le verra un peu plus tard, sur il n'y a pas que la conductivité, le bruit, l'impact visuel, ce sont des choses très importantes aussi. Deuxième élément de contexte, c'est que le marché du câble à haute tension en particulier est en pleine croissance. Et un des moteurs très importants de cette croissance du marché, c'est la transition énergétique. Transition énergétique suivant deux aspects. Premièrement, le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, la France a un parc installé de l'ordre de 8 gigawatts de photovoltaïque, 14 gigawatts d'éolien. Il y a des perspectives de croissance. Alors, il y a différentes trajectoires, mais entre 1 et 2 gigawatts par an
de chaque type d'énergie en plus. Souvent, ces énergies ne sont pas localisées proches des centres de consommation d'énergie. On pense en particulier à l'éolien offshore. Il faut déjà ramener le courant à terre. Et l'éolien offshore s'éloigne de plus en plus des côtes pour avoir du vent de plus en plus stable. Donc, il y a déjà des câbles des câbles sous-marins pour ramener l'énergie à terre. Mais même les parcs éoliens ou photovoltaïques terrestres ne sont pas toujours dans les endroits où se fait la consommation. Donc, il y a une nécessité de nouvelles lignes ou de remise en état ou de renforcement de lignes. Le deuxième point sont les interconnexions. La France est idéalement placée en Europe pour être interconnectée avec ses voisins. Il y a aujourd'hui des capacités d'interconnexion de l'ordre de 10 gigawatts à l'exportation, 15 gigawatts à l'exportation, 10 gigawatts à l'importation. Mais sur les 10 prochaines années, ces capacités vont fortement augmenter, ce qui permet d'aider l'Europe à mieux gérer son énergie, de capturer aussi des opportunités de prix. Le mix des différents produits des pays européens n'est pas le même, est complémentaire. Donc ces interconnexions sont très importantes. Le schéma décennal de développement du réseau prévoit de l'ordre de 10 milliards d'euros d'investissement sur les 10 prochaines années, dont environ 15% sont dédiés aux interconnexions et environ 30% dédiés à l'accueil des énergies renouvelables. Donc, ces investissements très, très significatifs qui se traduisent par des milliers de kilomètres soit de nouvelles lignes, soit de renforcement de lignes existantes. Donc un marché très porteur. Le câble d'aluminium a encore un brillant avenir devant lui. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de s'adapter et continuer à faire des innovations que nous, on fait en partenariat étroit avec nos clients, parce qu'on n'a pas la compétence de conception des câbles, mais on peut apporter quelque chose au niveau conception des alliages. Notre savoir-faire, il est sur la conception des alliages et sur la qualité du fil qui permet d'avoir une bonne productivité au tréfilage chez nos clients. Oui, bonjour. Régis Pommier, délégué général du SICABEL, donc le syndicat des fabricants de fils et câbles. Et je voulais donner une petite information complémentaire et puis une question. L'information complémentaire, c'est qu'aujourd'hui, dans les fabrications du SICABEL, l'aluminium représente environ 55% des métaux. Donc, ça a fortement évolué puisque quelques années, disons une dizaine d'années en arrière, on était plutôt autour des 40-45%. Donc ça évolue très, très fortement et notamment sur certains types de produits. Alors la question concerne Trimet et concerne la recherche sur la conductivité, l'amélioration de la conductivité de l'aluminium et des alliages. Où en est-on? Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut espérer comme évolution dans ce domaine-là? Merci. Alors on a deux grands programmes en cours, je dirais. Un programme sur l'amélioration des alliages aluminium, silicium, magnésium existants, l'Almelec. Donc là, on travaille avec certains clients en collaboration pour améliorer les fenêtres de composition et augmenter la conductivité. Enfin, c'est toujours le ratio conductivité-résistance mécanique que l'on recherche, le meilleur compromis. Donc ça, c'est un premier axe. Et on a un deuxième axe sur les alliages aluminium-zirconium, où là, effectivement, on travaille ensemble. Là, c'est vraiment la tenue en température et, comme vous disiez, permettre de passer dans les câbles deux fois plus de puissance et avoir c'est des alliages complètement nouveaux par rapport à ce qui existait. Donc, on travaille à la fois sur l'optimisation de l'existant, mais aussi sur la définition de nouveaux alliages très différents. Avec Luc Demange, qui est directeur de l'innovation chez Rio Tinto, et, oui. Qui nous offre un point de vue assez paradoxal, puisque on a vu dans le petit film en tout début de présentation que les usines d'électrolyse, on nous promet que les usines d'électrolyse peuvent venir en soutien des énergies renouvelables. C'est ça un petit peu l'idée. C'est exactement ce qu'on veut illustrer ici, et c'est un sujet qui est probablement assez méconnu du grand public. Et donc, je vais essayer d'illustrer en repositionnant la problématique et puis en voyant comment les caractéristiques spécifiques des usines d'électrolyse d'aluminium permettent de jouer un rôle.
Et je me permettrai de donner la parole, en tout cas j'invite tous les collègues à intervenir et à compléter mon intervention, car je ne suis pas le spécialiste de ce sujet. Et notamment, donc, il y a une personne de RTE qui, j'imagine, saura pointer du doigt, mais il y a Jean-Paul Aghetti, Guillaume de Goyce, quelque part, je n'ai pas vu où il est dans la salle, mais le directeur d'Aluminium Dunkerque, et puis naturellement Loïc, qui est un des grands acteurs dans ce domaine-là. Donc, la problématique du réseau électrique. Là, on a illustré juste qu'est-ce que c'est que cet ensemble. Un réseau électrique, c'est d'un côté des sites de production d'énergie électrique, donc de toute nature, et de l'autre côté, des consommateurs d'énergie. Alors, ça peut être vous et moi quand on est chez nous, au bureau, ça peut être des usines, ça peut être les transports électriques. Donc il y a tout un tas d'applications de consommateurs. Et au milieu, donc, il y a un réseau dont on a vu, avec l'illustration des câbles, qui transporte l'énergie. Et la grande question, c'est en fait d'équilibrer en permanence l'offre et la demande. Donc c'est ce qu'on a illustré ici avec cette petite balance. Donc là, moi, je n'ai pas de film, malheureusement, à vous passer, mais j'aimerais que vous fassiez un petit effort d'imagination, et puis on va dire que vous êtes chez vous, vous êtes sur votre vélo d'appartement, et vous êtes en train de pédaler. Donc vous avez réglé le frein sur la valeur qui vous convient bien, et donc vous pédalez, on va dire, bon, vous êtes très bon pédaleur, vous pédalez à 50 Hz, c'est-à-dire 50 tours de pédale par seconde. Bon. Et puis vous êtes tranquillement installé comme ça, sur ce niveau-là. Puis d'un coup, il y a votre garçon, votre fille qui passe et puis qui vous joue un petit tour et qui vient accroître le frein. Donc tout d'un coup, il y a une résistance supplémentaire. Et là, tout d'un coup, vous réduisez votre fréquence de pédalage. Puis vous allez vous mettre sur les pédales et puis vous allez retrouver votre fréquence de pédalage. Donc vous allez équilibrer de cette manière-là votre mini-réseau, on va dire. Puis tout d'un coup, là, vous êtes bien réinstallé de nouveau, et là, c'est la petite dernière qui passe et qui trouve très drôle de retirer complètement le frein, et tout d'un coup, vous vous retrouvez à pédaler très très vite, et donc il faut que vous rameniez l'équilibre. Voilà. Donc ça, c'est ce que font en fait les gestionnaires de réseau, c'est-à-dire que si d'un coup, la consommation est supérieure à la production, donc on va instantanément avoir une baisse de fréquence. Et si on ne fait rien, on va avoir un risque de délestage, c'est-à-dire vous allez caler sur votre vélo, vous n'allez plus pouvoir avancer. Et donc ça, c'est le blackout. Et puis, de l'autre côté, si au contraire, vous avez plus d'énergie disponible que ce que vos consommateurs tirent, là, vous avez une hausse de fréquence. Et donc là aussi, il y a un risque d'emballement des machines synchrones. Mais aussi, in fine, on ne va pas pouvoir contrôler le système et tout va s'écrouler. Donc voilà, c'est une petite tentative d'illustration de phénomènes beaucoup plus complexes. Mais ce qui est au cœur de cette difficulté, c'est en fait que l'électricité par elle-même ne se stocke pas. On peut stocker de l'énergie sous forme de chimique, dans des piles, etc. Mais en tant que telle, ne se stocke pas, ou à de rares exceptions près, on va parler de capacité par exemple, mais il n'existe pas de capacité pour du courant alternatif, à ma connaissance en tout cas. Alors, cette problématique, elle fait face aujourd'hui à de nouveaux enjeux. Donc on en a eu une illustration d'ailleurs au cours des exposés précédents. La première, c'est qu'on a un réseau électrique qui est interconnecté au niveau international aujourd'hui. Donc c'est à la fois une force parce qu'on peut aller récupérer de l'énergie ailleurs, mais c'est aussi des sources de perturbations supplémentaires. On a une demande électrique croissante, notamment si on va développer les véhicules électriques. Et puis on a, et c'est un bienfait, la croissance des énergies renouvelables, mais qui par nature sont fluctuantes. Le soleil, un nuage passe, tout d'un coup ça décroît un petit peu, le vent varie, etc., voire totalement intermittente, la nuit, ou alors, je sais pas, une pluie qui tombe, etc. Donc, on a besoin d'imaginer et d'innover avec de nouveaux outils de régulation qui permettent de résoudre cette complexité.
Et ça a été souligné notamment, donc ça c'est un extrait que vous pouvez trouver sur Internet, de la position de la Commission de régulation de l'énergie, qui souligne que pour accompagner la transition énergétique, on va avoir besoin de plus de flexibilité, donc d'innover sur les moyens de flexibilité, de manière à pouvoir mieux intégrer des énergies renouvelables, mais qui sont intermittentes. Donc voilà un peu le positionnement général du problème du point de vue du réseau. Alors, me direz-vous, et l'aluminium primaire dans tout ça? Alors l'aluminium primaire est connu comme un métal électro-intensif. On a vu de nombreuses propriétés qui en font un métal d'avenir particulièrement adapté pour une nouvelle société, notamment du fait de sa recyclabilité. Là, j'ai illustré sous forme de petits cercles le fait, on en parlait, trois fois un atome qui passe 3 fois dans 3 canettes différentes dans la même année. Mais au départ, il faut fabriquer l'aluminium, et ça se fait par électrolyse, donc en utilisant l'électricité pour casser la molécule d'alumine et obtenir de l'aluminium. Et ce procédé, néanmoins, il y a 2 fortes caractéristiques. C'est d'abord que l'alumine est très stable, donc besoin de beaucoup d'énergie pour arriver à la casser. Et deuxième aspect, c'est que ces procédés se font à haute température, un peu moins de 1000 degrés. Voilà, donc ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup d'énergie pour produire l'aluminium, ce qui parfois nous est reproché. Mais on va voir en quoi on peut retourner cette caractéristique de manière positive. Donc on dit aussi que l'aluminium, c'est de l'électricité stockée, puisque c'est 13,5 MWh pour faire une tonne d'aluminium. Donc de fait, les producteurs d'aluminium primaire sont des acteurs majeurs sur le marché de l'électricité. Donc je prends les 2 usines françaises, Dunkerque et Saint-Jean. Ça, c'est les chiffres 2016, 425 000 tonnes par an. On est encore en développement. Donc ça veut dire que c'est plus de 6 TWh en termes d'énergie consommée, soit l'équivalent de 700 MW en puissance. Donc c'est plus gros que la centrale électrique du Havre. C'est un réacteur nucléaire. C'est un petit réacteur nucléaire. Le budget, je crois que c'est 900 MW pour un des réacteurs. Donc c'est une autre illustration, c'est de dire que l'usine d'aluminium Dunkerque consomme autant que la ville de Marseille. Donc le fait que ce soit un acteur majeur est intéressant pour le réseau, puisqu'on va pouvoir avoir là un volant intéressant. Et de fait, les coûts d'énergie de l'autre côté sont un point clé pour les producteurs, parce qu'il y a eu des améliorations depuis le début du siècle dernier. On a divisé par plus que par 2 la consommation d'énergie pour produire de l'aluminium. Néanmoins, grosso modo, ça reste un tiers des coûts de production de l'aluminium. Et donc c'est le premier poste de coût. Et donc les producteurs ont intérêt à trouver des solutions de leur côté. Voilà. Donc on va avoir cette discussion, je dirais, entre les gestionnaires de réseau et les producteurs pour aider les producteurs, enfin faire en sorte que les producteurs viennent équilibrer et jouent leur rôle dans le réseau. Voilà, ouais. Donc là, vous nous avez posé le paysage. Donc concrètement, comment ça se passe? Alors, l'idée, c'est concrètement, on va trouver des outils, puisque l'objectif, c'est de rendre donc les industries, donc qu'on appelle HEI, hyper électro-intensifs, c'est de leur faire jouer un rôle actif dans l'équilibrage du réseau. C'est-à-dire qu'au départ, un peu, je reprends mon exemple, on se met sur les pédales pour équilibrer le réseau, etc. Donc ça veut dire qu'au départ, on a travaillé sur le côté source d'énergie pour équilibrer le réseau. Il y a un moment donné, on voit que ce n'est pas forcément la seule solution sur laquelle on peut intervenir, c'est aussi d'aller regarder que font les consommateurs. Et donc, pour faciliter toutes les nouvelles modalités à la fois de production et de consommation que j'ai exposées, et puis en même temps en se disant, les gros consommateurs, eux, ils veulent bien réduire leurs factures. Donc si on arrive à rémunérer, à trouver un modèle économique qui permet de rémunérer les efforts que font les producteurs, on peut les attirer. Alors, il y a historiquement, il y a une première classe d'outils qui a été mise en place, qu'on appelle les effacements ou les délestages de puissance, qui correspondent à un ajustement ponctuel de la puissance.
où on demande aux producteurs de s'effacer. C'est-à-dire, ça va être réduire de 30, 40, voire 90% de son énergie pendant une durée en fonction de ses possibilités, une demi-heure, une heure, trois quarts d'heure, enfin 3 ou 4 heures, pardon. Donc selon les cas, on pourra regarder des exemples, et puis on pourra regarder un petit peu tout à l'heure aussi, si vous voulez, les applications. Là, vraiment, c'est gérer des pics de consommation, une panne sur le réseau, un endroit. Donc, on y intermittence des ENR, c'est-à-dire que ça permet soit d'éviter le redémarrage d'une centrale électrique, soit d'attendre que les autres sources d'énergie puissent se remettre en route. De l'autre côté, et plus récemment, on a ouvert aussi aux consommateurs, alors ça je pense c'est 2014, l'ouverture, c'est la participation des consommateurs, donc les HEI, à la régulation instantanée. C'est-à-dire que cet équilibrage de la fréquence, mais en fait, il y a un signal qui est envoyé directement par RTE vers nos usines, et on module notre appel de puissance instantanément pour permettre l'équilibrage du réseau. Donc ça, c'est forcément automatisé. Et là, je dirais que c'est plus pour gérer donc, des fluctuations mineures. Alors ici, il y a beaucoup de détails, mais voilà. Et notamment celles des énergies vertes peuvent être considérées dans cet aspect-là. Donc voilà, il y a deux grands outils. Cela étant dit, c'est un continuum. C'est-à-dire que nous, on est appelés à travailler sur un peu toute la palette. Enfin, ce que je vous propose, c'est de faire une plongée un petit peu au cœur d'une usine d'électrolyse. Donc ça, c'est une vue aérienne. Donc là, vous voyez en haut à gauche donc un immense bâtiment qui fait de l'ordre de 1 km de long. C'est ce qu'on appelle la série d'électrolyse. Et à l'intérieur d'une série d'électrolyse, en fait, vous trouvez 300 cuves qui sont les unes derrière les autres. Donc vous voyez cette perspective, c'est pas une vue d'artiste, c'est vraiment une photo réelle. Et cette série, en fait, est connectée au réseau par une sous-station, ce qu'on appelle une sous-station, qui va transformer le courant électrique alternatif en courant continu, puisque l'électrolyse se fait avec du courant continu, donc comme celui que vous avez dans une pile dans votre lampe de poche, par exemple. Et ce courant traverse donc l'ensemble des cuves pour revenir à la sous-station. Donc on a vraiment un schéma électrique très banal. Alors, la cuve, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un immense creuset garni de réfractaires dans lequel vous allez trouver du bain et du métal liquide, donc qui sont aux alentours de 965 degrés, c'est une température idéale, dans lequel trempent donc des anodes. Je n'ai pas de pointeur, donc je vais faire ça à la bonne vieille méthode à la main. Et le courant donc arrive par le dessus, traverse la cuve et repart par dessous, puis va ainsi de suite transiter d'une cuve à l'autre, et on aura l'électrolyse, donc une réaction de base assez simple, mais les deux grosses caractéristiques que je voulais souligner, c'est d'une part, et c'est un peu paradoxal, c'est d'une part on veut avoir la plus grande stabilité possible de marche de ces cuves, parce que c'est un ensemble très très complexe d'équilibre chimique, thermique, électromagnétique, et j'en passe. Et donc chaque fois qu'on s'écarte du point d'équilibre optimal, on a une perte de rendement, donc perte de cash à la fin de l'année. Et de l'autre côté, en revanche, on a des masses très importantes, on a des températures très importantes, et donc on a une certaine inertie thermique qui peut être mise à profit pour accepter tout de même un certain nombre de variations. Donc c'est ça l'idée de base, c'est d'utiliser cette capacité thermique des cuves pour stocker, je dirais, temporairement, donc c'est de l'énergie sous forme thermique, et de participer à la régulation du réseau. Donc concrètement, pour répondre à votre question, c'est qu'on passe d'une situation initiale dans laquelle on est sur l'idéal de l'électrolyseur qui est la puissance est parfaitement maîtrisée et continue, à une situation dans laquelle on accepte, et c'est le cas aujourd'hui, de mettre à disposition une certaine partie de la puissance sous forme de mégawattheures variables. Alors ça atteint des proportions non négligeables. Sur nos séries, c'est de l'ordre de 10 à 20 mégawattheures qui peuvent être concernés comme ça. Et cette partie de puissance est, je dirais, pilotée par le gestionnaire du réseau
Et de sorte qu'on peut dire qu'on a transformé nos séries d'électrolyse sous forme de séries à puissance flexible et qui est... Sans que ça influe sur votre produit final. Alors sans que ça influe sur le produit final au sens aluminium, c'est-à-dire que l'aluminium qui est produit est toujours de la même qualité. En revanche, effectivement, il y a des défis. C'est-à-dire que là, on a des variations, concrètement, ce sont des variations d'intensité dans la cuve. Et le premier défi, c'est en fait que ces variations de puissance ne viennent pas altérer l'outil de travail, donc les cuves elles-mêmes. Alors, je explique un petit peu. Là, on reprend la vue schématique. En fait, sur le côté de la cuve, ici, en fait, voilà, c'est grossi. On a la présence donc des anodes, la cathode, là, le bain liquide. Et ici, on a le bord de la cuve, et là, une solidification en fait de ce bain. Et on voit avec les échelles de température, on va passer des températures qui sont entre 900 et 1000 degrés, à ici une température sur le caisson qui va être de l'ordre de 300 degrés. Et tout ça sur un espace qui va faire, je dirais, de l'ordre du mètre, et généralement de moins que le mètre. Donc on est très sensible ici à l'équilibre qui se passe là. Donc si la puissance diminue, qu'est-ce qui se passe? Donc la température qui est à l'intérieur de la cuve va se trouver restreinte. Donc on a une augmentation du bain. Inversement, si on augmente la puissance, on va fondre le bain qui est solidifié ici, le bain solide, et on risque de venir abîmer le côté de la cuve. Donc ça, c'est déjà le premier des enjeux, c'est de préserver la cuve. Deuxième aspect, c'est, je vous ai parlé un peu des différents équilibres, c'est d'arriver à maîtriser l'impact de la puissance, comprendre ce qui se passe quand on fait des variations de puissance, donc soit très rapide, comme on a dit tout à l'heure, soit plus ou moins longue, de manière à maîtriser donc, les instabilités électriques que ça crée, mais aussi quand on est sur de l'interruptibilité, c'est-à-dire qu'on arrête complètement ou très fortement la puissance, c'est de maîtriser le retour de la puissance dans la cuve pour ne pas avoir ce qu'on appelle par exemple des effets d'anode. On pourra peut-être en parler si certains veulent des détails là-dessus, mais c'est des moments où on polarise complètement la cuve et on émet des gaz à effet de serre plus importants, maîtriser les niveaux de bain, etc. Donc on a beaucoup d'aspects, effectivement, la question est juste, et c'est là où on a des recherches permanentes pour mieux comprendre les impacts et innover sur la manière de maîtriser ces aspects. Un autre aspect, ça peut être aussi de se dire, si on a un préavis, parce qu'on peut peut-être négocier des produits dans lesquels on est informé plus ou moins de temps à l'avance sur ce qui se passe, on peut préparer le procédé à encaisser cette perte. Et depuis combien de temps vous pratiquez vous mettez en œuvre ce dispositif? Est-ce qu'il est stabilisé ou est-ce que vous êtes encore en train de l'optimiser? Alors, il y a deux manières de répondre aussi à la question. Donc, effectivement, c'est depuis très longtemps, puisque moi, quand j'étais ingénieur dans une usine dans le sud de la France, dans les fin des années 90, on commençait déjà à faire de l'interruptibilité. Donc, historiquement, c'est effectivement le premier type de choses qu'on nous a demandé de faire. Et puis, depuis 2014, peut-être que Loïc, tu peux donner des informations là-dessus. On a quelques slides pour montrer des exemples. On intervient sur ce qu'on appelle la réserve primaire, donc en modulation de puissance. Est-ce que peut-être que tu veux commenter les deux slides là, parce que j'ai deux slides là-dessus effectivement qui permettraient de voir ça. Pris au dépourvu. Il est vraiment ravi. Avec plaisir. Non, effectivement, des effacements avec préavis pour gérer les pics de consommation du lendemain, etc., ça c'est des choses. Saint-Jean a eu, il fut un temps, un contrat historique avec EDF signé en 84 dans lequel il y avait déjà des dispositifs d'effacement de ce type-là. Mais des effacements avec un préavis aussi court, aujourd'hui, nous, ce qu'on pratique, c'est le rouge, le bleu. Le rouge, c'est une interruptibilité, c'est-à-dire qu'on s'engage sans préavis. On a donné le bouton d'arrêt d'urgence de l'usine à RTE en cas de vraiment péril sur le réseau. Ils peuvent nous arrêter. Et nous, on renvoie 220 MW de puissance sur le réseau en s'arrêtant. L'engagement d'RTE, c'est de nous redémarrer en moins d'1 heure. Mais en général, c'est largement suffisant pour gérer ce fameux péril sur le réseau.
La réserve rapide, c'est un préavis de 5 minutes. Là aussi, on a dû automatiser les processus avec RTE, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de nous appeler, de trouver quelqu'un pour baisser la puissance. Là aussi, c'est automatisé et RTE nous baisse la puissance, en même temps nous informe qu'ils sont en train de baisser la puissance. Donc là, nous, on a 30% de puissance effacée pendant 4 heures maximum par jour. Parce que dans les impacts dont on parlait, il y a les impacts sur la stabilité de la cuve. Premier impact, c'est que ça ne produit plus. C'est-à-dire qu'une cuve à qui on ne donne pas de puissance, ou 30% de moins de puissance, elle produit 30% de moins. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, un effacement de même 2 heures de 30% de la puissance. Pour des raisons de refroidissement de la cuve, d'instabilité, on met 2 jours à s'en remettre. C'est-à-dire 2 jours à retrouver vraiment la stabilité de la cuve initiale. Donc voilà, ces 2 types de produits-là. Et le suivant, la fameuse réserve primaire, donc la variation de puissance en continu, on mesure la fréquence du réseau et en fonction de la fréquence du réseau que vous voyez en rouge, qui varie autour de 50 Hz, là c'est sur une période de 2 heures, hein. Voilà notre puissance consommée, nous on s'engage à consommer plus ou moins jusqu'à 12%, plus ou moins 12% maximum en fonction de variation de la fréquence. Et ça, c'est nouveau, c'est depuis 2014. Et ce qui est nouveau, c'est les plus courts préavis sur la plupart des produits, et 2, la combinaison de tous ces produits-là. Parce qu'offrir à la fois de l'interruptibilité, de la réserve rapide, il faut que, quand on est effacé de 30% pendant une réserve rapide, il faut qu'on continue de faire de la réserve primaire. Ça, c'est très important pour le réseau. C'est vraiment ces combinaisons-là et ces préavis qui sont nouveaux pour nous, là. Et RTE, il recourt abondamment, ou c'est un quart d'heure par an, ou c'est 11 mois par an, enfin, est-ce qu'on peut avoir une idée de... Alors heureusement, le réseau électrique n'est pas en péril tous les jours, donc l'interruptibilité a été, je pense, utilisée une fois depuis que ça existe. Donc l'interruptibilité, c'est vraiment le péril immédiat sur le réseau. Par contre, les réserves rapides que l'on pratique avec des préavis de 5 minutes, ça arrive 5 à 6 fois par an. En particulier dans les... et encore une fois, c'est pas pour gérer les pics, parce que les pics de consommation prévisibles la veille, ils sont gérés. Là, c'est vraiment presque l'arme ultime de... Voilà, les prévisions, ça se passe pas exactement comme prévu. Ou alors, il y a un aléa sur le réseau, tout d'un coup, une centrale qui déclenche ou un réacteur qui déclenche. C'est là que la réserve rapide, et ça arrive 5 à 6 fois par an. Mais la part des renouvelables va venir influencer là-dessus. Plus il va y avoir de renouvelables sur le réseau, plus il va y en avoir. Moi, je discute avec mes collègues allemands fréquemment. En Allemagne, où la part des renouvelables est bien plus élevée, ils ont jusqu'à 70 activations par an de produits type réserve rapide. Donc, et la réserve primaire, c'est du continu, c'est vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on a cette flexibilité de consommation, mais l'avantage aussi, c'est qu'on a un profil, nous, de consommation, à part ces variations volontaires, hyper stable. Une usine d'électrolyse ne peut jamais s'arrêter, donc on est en ligne quasiment à la même puissance toute l'année, tous les jours de l'année. C'est certain que c'est un produit pour lequel on est rémunéré. Par contre, ce sont des produits, en particulier réserve primaire, réserve rapide, sur lesquels on voit la rémunération s'éroder. Alors on le fait parce que c'est un moyen de baisser notre coût net du mégawattheure. On le fait aussi parce qu'on juge que c'est notre responsabilité d'hyper-électro-intensif de participer à la stabilité du réseau. Vous êtes rémunéré, que RTE y recourt ou pas? Oui, il y a toujours, sur la plupart des produits, il y a une prime fixe et puis une prime variable en fonction de l'activation. Donc il y a la partie rémunération qui sur certains produits s'érode. Mais il y a aussi notre responsabilité comme gros consommateur de faire tout ce qu'on peut pour participer à la stabilité du réseau. Moi, je referai après à toi, sans doute. Mais pour revenir sur cette question, effectivement, moi, j'ai pris une illustration qui est qu'est-ce qui s'est passé à Dunkerque. Guillaume, j'ai toujours pas repéré. Merci, tu es là. Donc tu peux continuer à intervenir si tu veux aussi. Vous voyez, sur 2013 à 2018, l'ensemble des moyens qui ont été activés à Dunkerque en termes donc de flexibilité. On voit que ça varie d'une année à l'autre. Donc ce ne sont pas toujours les mêmes outils qui sont utilisés. C'est pas parce que d'une année à l'autre on ne sait plus faire, c'est parce que l'intérêt économique pour l'usine varie.
Donc, comme tu le disais, Loïc, c'est sûr que ne pas produire, c'est un manque à gagner. Être perturbé, ça veut dire que le rendement est moindre, donc ce sont des pertes économiques. Et donc en permanence, même avec la meilleure volonté, en se comportant en citoyen responsable, ce qui est aussi une des vocations de l'entreprise, en même temps, il faut qu'à la fin, il y ait une rentabilité. Donc c'est probablement, enfin peut-être pas la seule, mais c'est une explication du fait que d'une année sur l'autre, on va souscrire ou pas, puisqu'il y a des appels d'offres. Il faut imaginer qu'il y a des appels d'offres sur ces différents produits et que selon le prix qui est proposé, on va trouver une rentabilité économique ou pas. Donc ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que si on veut aussi favoriser le développement, parce que ça suppose, on peut en voir des exemples, ça suppose aussi de la R&D derrière, comme je vous l'ai expliqué, pour comprendre ce qui se passe dans la cuve et imaginer des solutions. Ça suppose parfois aussi des investissements très concrets. Voilà. Donc, petite question très rapide qui sera peut-être pour Monsieur Mignon d'ailleurs. Est-ce que vous envisagez que les batteries lithium puissent être une solution à l'avenir pour gérer justement les pics et les creux dans votre industrie? La réponse est oui. Il y a en particulier la réserve primaire, qui sont des variations rapides. Vous voyez que quasiment sur une heure, c'est centré. Il y a de plus en plus d'investissements dans des parcs de batteries qui produisent justement cette fameuse modulation de fréquence, de modulation de puissance en fonction de la fréquence. En fait, les développements aujourd'hui pour les électrolyses sont orientés aussi sur trouver... Parce qu'on a vu deux types de produits là, qui sont un peu à l'extrême. C'est-à-dire celui qui est... je module à 50 Hz et en fonction de ce qui se passe, je réagis instantanément et c'est automatisé. Puis de l'autre côté, on a comment maîtriser des profondes variations. Entre les deux, il y a tout l'aspect modulation. C'est-à-dire la modulation de puissance qui est de faire des vagues beaucoup plus longues et plus lentes et d'essayer de s'adapter à ça. Donc là aussi, il y a des produits qui sont faits. Et là, j'ai envie de vous montrer ce qui est fait à Dunkerque, par exemple, en ce moment. Donc il y a un test qui a été fait là-dessus qui permet, en fait, nos caissons sont refroidis par un système de ventilation forcée. Et donc l'idée, c'est de coupler, de trouver astucieusement, ça c'est pas juste, je mets deux fils et puis j'attends que ça se passe, mais c'est de coupler astucieusement le système de convection forcée avec le signal de demande de puissance pour permettre à la cuve de supporter un appel de puissance plus élevé, puis ensuite un appel de puissance plus bas, donc avec une variation là qui va être de l'ordre de dizaines de minutes, de l'heure, etc. Donc avec des variations plus progressives. Donc là, c'est aussi un autre aspect pour répondre à cette question, qui est que, en fait, c'est un petit peu comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas une seule solution pour réduire, pour répondre à l'allègement des véhicules. La régulation du réseau, c'est pas un seul outil. Donc les batteries peuvent en être un, ça coûte très cher aussi, mais on en aura besoin probablement dans l'avenir, d'où une application pour les lumines. Et en même temps, il faut qu'on travaille sur l'ensemble du panel de solutions.